Je vais te faire rire, mais aujourd'hui en école de commerce, on forme tout sauf des vendeurs. Je faisais partie donc de cet aéroclub, comme je te disais, et quand on organisait des journées, si tu veux, portes ouvertes ou autres, j'étais celui qui allait vendre, si tu veux, énormément de baptêmes, quoi. Les avions OK. restaient pas au sol, quoi. Les Ouais. gens venaient et puis repartaient avec un baptême, quoi. Et c'est là que je me suis dit, tu vois, finalement, ça m'intéresse. Tu fais des hypothèses, ça ne veut Ouais. pas dire qu'elles vont être bonnes. Et Ouais. encore une fois, comme je te disais, la vente slash la négociation, c'est inexact. Souviens-toi, quand tu as négocié des choses ou quoi que ce soit, ils ne s'assient pas et ils se disent, bon, Oui, on rentre dans le vif du sujet. c'est Non, c'est 10 d'abord, euros. ça ne se passe Ouais. pas comme ça. Ouais, ouais, ouais. D'abord, on a un petit small talk, bonjour, comment allez-vous, machin, tu parles de Ouais. la pluie, du beau temps. Oui, c'est bon, mais c'est pas forcément bon. Puis là, je les regarde dans les yeux, je fais dernier prix à discuter. Alors, montre si tu veux mon stylo que j'ai dans les mains, avec le nom de ma société page. Si vous signez, le stylo est à vous. Mais non. Et je peux te dire que juste cette petite chose, ça détend l'ambiance et tu auras beaucoup plus de chances de faire signer au final. Il y a quelques années, j'étais complètement perdu dans la vie. Je savais pas ce que j'aimais, je me connaissais pas plus que ça. Et à côté de ça, je voyais des gens à côté de moi qui semblaient avancer à fond la caisse dans la vie. Certains gagnaient beaucoup d'argent, d'autres étaient complètement passionnés d'un sujet et passaient des heures et des heures et des heures sur un même projet, d'autres arrivaient à faire des choses complètement loufoques, et je me suis dit, mais attends, comment est-ce qu'on arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour en arriver là où ils en sont? À l'heure où je trouve maintenant tranquillement ma voie, j'ai décidé de venir en aide à ceux qui galèrent encore, en allant à la rencontre de ces passionnés, de ces entrepreneurs, et essayer de voir ce qui les motive, comment leur personnalité est alignée avec leur travail, et j'espère qu'au travers de ces interviews, vous trouverez des sources d'inspiration. Bienvenue sur le Grand Bain. Bah écoute, salut Boris. Du coup, Salut. bienvenue sur le Grand Bain. Moi, je pose très souvent la même question en fait à ceux que j'interviewe au début. C'est qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Qu'est-ce que j'ai mangé ce matin? Bah écoute, bonne question. Un petit déjeuner avant de commencer une longue journée d'aujourd'hui. Petit déjeuner d'après-sport, tu vois, puisque hier j'avais boxe, donc voilà, des protéines, donc du jambon, du pain, du fromage, enfin bref, Donc presque un petit déjeuner d'Irlandais, tu quoi. te fais un bon brunch quoi, un bon brunch le matin. C'est ça, Ok, exactement. excellent. Est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu à l'audience Oui. qui tu es en ce moment? Eh bien écoute, comme tu l'as dit, Boris Melnik, alors je suis directeur général et actionnaire d'une société qui s'appelle LIS France, qui est basée à La Rochelle. Et aujourd'hui, la société LIS, on est un éditeur de logiciels et exactement d'un ERP transport qui s'appelle en fait TMS, le nom des ERP transport, c'est Transport Management Software. Donc c'est des logiciels destinés, on va dire, aux transporteurs routiers et aux chargeurs. Voilà. D'accord, donc en gros, ça correspond à quoi en fait? C'est un logiciel de logistique, c'est ça? En gros, que Ouais, tu... alors en réalité, ces ERP transport, si tu veux, ça permet de gérer l'ensemble des flux transport que tu vas avoir, c'est-à-dire tu vas gérer d'abord, comme finalement tout ERP, des bases de données, donc D'accord. les clients, les véhicules, les articles. On va faire aussi de la gestion de flotte pour l'entretien, donc les pneumatiques, les entretiens que tu vas avoir sur les véhicules, de la gestion de commandes, de la planification, qui est très important effectivement pour une boîte de transport, de dispatcher les commandes si tu veux sur les camions, la facturation, les statistiques, et un truc qui est de plus en plus en vogue, c'est le track and trace. C'est comme quand tu te connectes, je sais pas, tu as passé une commande en e-commerce et tu veux savoir où en est ton colis. Et ben on commence à avoir de plus en plus cette même demande, même sur les poids lourds, tu vois. D'accord, ok. Donc c'est quoi l'idée en fait? Bah, fliquer, c'est un grand mot, mais est-ce que c'est pour vérifier que le transporteur utilise bien les bonnes routes ou c'est juste pour vérifier que on est dans les temps au niveau transport? C'est quoi? Parce que je me dis peut-être qu'il y a des assurances après derrière qui rentrent en compte peut-être. Je sais pas si la route n'est Oui, pas alors optimisée ou si. en réalité, si tu veux, flicage, c'est un bien grand mot. Nous, c'est vraiment le shell d'exploitation. Donc, c'est le logiciel que prend le transporteur. Donc, pour lui, l'utilité derrière tout ça, c'est de faire des gains. Oui, Des gains de productivité, des gains parce que la facturation s'automatise, parce que je peux faire un planning effectivement plus facilement. Par contre, c'est vrai qu'on se lie avec des systèmes qui sont des logiciels partenaires, que je ne revends pas, qui eux sont par contre des boîtiers dans les camions qui en principe, sont là pour géolocaliser, pour envoyer les missions, mais certains pourraient voir ça comme du flicage, en effet. Tu as ouais, raison. d'accord, ok. Mais en fait, c'est marrant parce que ça me paraît. En fait, je connais pas. Du coup, c'est vrai que c'est pas un milieu auquel on est habitué. Est-ce que c'est ce marché? C'est un marché qui est. Est-ce que c'est la guerre entre fournisseurs? Est-ce que c'est plutôt à l'aise? Comment ça se passe, ça? Genre, est-ce que c'est.
c'est un marché concurrentiel. C'est un marché C'est clair. concurrentiel, ouais. Aujourd'hui, enfin moi qui connais bien ce marché à l'échelle européenne, aujourd'hui on est à peu près, allez pour faire simple, en tout cas sur la France, une quinzaine de concurrents, on va dire Ah ouais, quand sérieux même. pour tout le marché. Alors après, tu vas me dire 15 c'est pas énorme, si c'est quand même énorme quand tu vois que par exemple en Allemagne, qui est un marché encore un peu plus gros, hein, puisque l'Allemagne a un peu plus d'habitants, donc un peu plus de transport pour faire simple, Ouais. aujourd'hui n'a que par exemple 7 éditeurs, tu vois. Donc on a 2 fois moins. 7 éditeurs. Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est dû à quoi? C'est parce qu'on est, je sais pas, il y a plus Parce d'opportunistes. que en France, historiquement, il y a eu beaucoup plus de petits éditeurs. D'accord, C'est ok. pas forcément une bonne chose vu, si tu veux, à mon sens, la conjoncture actuelle. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de groupes, de C'est vrai. sociétés qui viennent se regrouper ensemble parce qu'ils n'ont plus la puissance de développement nécessaire. Mais historiquement, je pense que c'est lié à ça, où effectivement, bah, il y avait beaucoup de petites boîtes et les gens faisaient un petit peu le logiciel à leur sauce. Alors qu'en Allemagne, on avait plus tendance à constater une industrialisation du logiciel, en gros. D'accord, ok. Mais, enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on arrive à devenir, enfin, genre vendeur de logiciels en fait? Ça t'est arrivé comment ça? Parce que, enfin, je sais pas, il y a un événement qui s'est passé, enfin, je sais pas, tu vois, genre, je me dis, d'où est-ce que ça sort ça, vendeur de logiciels? Alors, c'est un petit peu par hasard, parce que effectivement, tu as raison. Mon background, en tout cas, c'est la vente, même si aujourd'hui, ce n'est qu'une partie, effectivement, de mon boulot, puisque c'est essentiellement la gestion de la boîte, finalement, dont je suis actionnaire, si tu veux. Mais Ouais, je suis tombé un petit peu par hasard, parce que, donc, moi, j'ai fait une école de commerce, dans un premier temps. Par contre, dès le début, c'était clair que je voulais m'orienter dans la vente. Ça a été depuis le début. Alors, j'ai fait une petite expérience en Mobistore, donc vente de téléphone au début. J'ai fait de l'import-export de vaisselle. Je suis parti ensuite en Irlande où là j'étais sur du logiciel de gestion de relations clientèle, donc un CRM. d'accord. Je suis parti sur de l'industrie où j'étais en fonderie d'aluminium et de zamac. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai eu un chasseur de tête en fait qui m'avait contacté à l'époque et qui m'avait proposé de monter la première société, si tu veux, pour laquelle bah, j'étais directeur, mais sans être actionnaire. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en fait à la sortie, allez, on va dire vers 2011-2012, cette première société. Mais par contre, voilà, au bout de 5-6 ans, bah, tu as beau être directeur, mais par contre, tu n'es pas actionnaire, donc tu as toujours quelqu'un au-dessus de toi. Oui, qui commande, Et ouais. au bout d'un moment, bah, tu es en désaccord sur des stratégies, sur pas mal de choses et comment tu vois ta société dans le futur. Donc c'est là où il y a eu un clash et c'est là où je suis arrivé en fait avec l'ISFRA. Voilà. Mais tu veux dire que le chasseur de tête, quoi, genre, il avait repéré chez toi des qualités particulières ou t'es juste tombé sur, t'es le premier de la liste, par exemple, qu'il avait Ouais, c'est pas tout à fait clair. En fait, il y avait plusieurs personnes, bien évidemment. Donc il y a eu, mais bon, je connais pas toute, si tu veux, l'histoire, hein, mais il y a eu plusieurs personnes. Après, ce qui a été intéressant, c'était, ouais, je dirais le côté vente qui, je vais te faire rire, mais aujourd'hui en école de commerce, on forme tout sauf des vendeurs. Faut être clair, une école de commerce aujourd'hui ne te forme pas à de la vente, voilà. Ok. Donc d'être plutôt, Bon, voilà, on te forme à quoi alors? On te forme à l'économie, à l'étude des marchés, comment ça se ouais, passe? c'est du marketing, de la finance. Enfin, aujourd'hui, un mec d'école de commerce, moi je l'ai vu sur ma promotion, on était 190, il y en avait 4 qui voulaient faire de la vente. La vente au sens large, et si tu veux, on pourra en parler, mais la vente, il y a de la vente sans vouloir dénigrer quoi que ce soit, il y a de la vente de t-shirts à H&M ou de la vente d'Airbus à 350 ou à 380. Enfin, on va Ouais, plutôt d'accord. dire 350 puisque le 380 n'existe plus, mais Oui, tu oui, vois ce que oui, je veux dire, oui, je vois c'est ce que tu veux dire, ouais. voilà, c'est Il y un a- petit peu mal vu. D'ailleurs la vente est pleine de clichés qui sont complètement faux et je me bats tous les jours pour un petit peu démontrer le contraire. Mais voilà, donc cette spécialité que j'avais de la vente et ce goût finalement pour la vente, l'anglais, qui était aussi un point, je qui t'aimait dirais, bien. vraiment fort. Et puis voilà, Mais alors, malheureusement, même si on est en 2020, t'as encore plein de jeunes étudiants qui ne maîtrisent pas l'anglais comme il le faudrait. ouais, après, oui, c'est vrai que ça devient. Après, ça dépend, ça dépend vraiment des secteurs, mais c'est vrai que moi, je suis dans. Bah, c'est sûr, hein, en spatial et tout, aéronautique, l'innovation, t'as pas le choix, quoi. Genre, il y a pas de. Ah, c'est même Ouais. plus un bonus ou une option, en fait. Non, c'est juste, voilà, c'est comme savoir à lire, c'est comme ça maintenant en anglais. Mais ce que tu disais que déjà, tu avais un peu une passion pour la vente dès le début, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vendais. Enfin, je sais pas, ça se passait comment? Genre, t'étais un mec extraverti, ou juste t'aimais bien, je sais pas, qu'est-ce qui te fait dire que t'aimais bien la vente déjà quand t'étais étudiant? Ouais. Eh ben écoute, c'est pas depuis le début, parce que en réalité, c'est pour faire un petit peu historique finalement, je dirais que
avant, on va dire l'adolescence ou autre, j'étais plutôt introverti, voire même timide, tu vois? Ok. Et puis après, sans vraiment pouvoir t'expliquer pourquoi, ça a complètement changé. Donc je suis passé quasiment à l'extrême, c'est-à-dire un peu plus extroverti, fonceur, méticuleux, enfin tout ce qui commence un petit peu à ressembler au profil du vendeur, voire même un peu maniaque, mais ça c'est si j'écoute ma femme, c'est elle qui va te dire ça. Mais en réalité, pourtant j'avais pas mis encore la vente par-dessus tout ça. Si tu veux, pour moi c'était voilà, je suis comme ça et je voulais faire de l'avion. Donc Tu voulais j'étais pilote piloter? d'avion Ok, privé et puis ouais. je voulais faire pilote de ligne, voilà, comme beaucoup de personnes. Manque de peau, on est en 2008 quand Ah bah oui, ça, 2007-2008 quand je passe mon bac et puis c'est en plein milieu d'une crise la conjoncture où est pas bonne. l'aviation a du mal à recruter et à avancer. Et c'est là que bah, tous mes amis, tout le monde m'avait dit, pourtant issu, tu vois, parcours bac scientifique, etc. Mais de toute façon, Boris, t'es fait pour faire de la vente. Et c'est là qu'effectivement, si tu veux, l'idée de l'école de commerce est arrivée. Voilà, sans trop savoir où j'allais clairement, parce que pour moi, j'allais en école de commerce pour faire de la vente. Voilà. Ouais, Et c'est là où effectivement j'ai eu un petit peu de comment de surprise, puisqu'effectivement, désillusion, comme ouais. je te dis, une école de commerce, on forme tout un tas de métiers, mais pas vraiment des vendeurs. Voilà. Et est-ce que tu compensais du coup, ou t'as essayé d'apprendre par toi-même? Du coup, si on t'apprenait pas ça, comment tu faisais quoi? T'as suivi le Alors oui, tu as cursus? un gros travail effectivement à faire sur toi-même parce que en réalité, une école de commerce, ça te donne un certain nombre de comment dire, un certain nombre de cours, mais ça reste, si tu veux, très général et ça va pas trop rentrer dans le détail. C'est-à-dire ça te donne une bonne vision de ce qui se passe en entreprise, chose qui pour moi, si tu veux, je suis pas né dedans, j'ai pas grandi dedans, donc Ouais, c'est pas ton c'est milieu à la intéressant base. d'avoir un petit peu cette culture, si tu veux, générale. Extérieur, ouais. Mais après, effectivement, bah, il va falloir que tu te démarques parce que je regardais les derniers chiffres. Alors bon, c'est peut-être pas les mêmes quand moi je suis sorti d'école de commerce, mais aujourd'hui, tu as quasiment 150 000 étudiants en école de commerce tous les ans. Donc ça fait quand même, tu vois, pas mal de monde. Donc il Ouais, ça faut se m'étonne pas que ça démarquer. augmente, ouais. C'est ta personnalité, c'est ce que tu vas faire de tes stages, de tes expériences, et voilà, et d'avoir finalement une certaine architecture de toute ton expérience professionnelle que tu commences par les stages web pour t'orienter sur de la vente, quoi. D'accord. Et, euh, et c'est ça qui voilà, va te former beaucoup plus que. Il ne faut pas espérer que juste en étant assis sur allez, 50% de ton temps, puisque le 50% restant, on va dire que tu es en stage ou à l'international, que tu vas être formé et devenir vendeur. Ça, c'est pas vrai. Ouais, c'est vraiment de l'expérience, quoi, pour toi. Oui, Mais complètement. est-ce que par exemple, toi, tu avais des hobbies chez toi? Enfin, je sais pas, tu pouvais t'entraîner, j'en sais rien, peut-être que tu faisais des brocantes, peut-être que tu faisais vendeur, j'en sais rien. Est-ce que t'avais déjà des hobbies qui étaient un peu comparés, enfin, Je vais te dire, qui la ressemblaient vente, un peu tu à la l'as un petit vente? peu partout. La vente, la négociation, on Ouais, pourra en c'est vrai, parler c'est vrai. aussi plus tard si tu veux. Ouais, Ça tourne toujours autour de la vie. Alors après, c'est vrai que oui, c'est là que je me suis peut-être rendu compte qu'une école de commerce était peut-être fait pour moi. Euh, je, je faisais partie donc de cet aéroclub, comme je te disais, et quand on organisait des journées, si tu veux, portes ouvertes ou autres, bah, j'étais celui qui allait vendre, si tu veux, énormément de baptêmes, quoi. Les avions ok. restaient pas au sol, quoi. Les Ouais, gens venaient et puis repartaient avec un baptême, quoi. Et c'est là que je me suis dit, ah, tu vois, finalement, ça m'intéresse. Et puis, tu vois, tu rencontres des personnes et puis on te dit, mais renseigne-toi sur les écoles de commerce. Et puis voilà, on part sur, c'est trop je drôle, dirais, cette mais direction-là. Et puis voilà, et puis il n'y avait pas encore, voilà, tu avais quand même Internet, mais tu n'avais pas autant de possibilités de recherche non plus à l'époque, hein, c'est sans vrai. vouloir dire que je suis vieux jeu ou autre, mais c'était une réalité. Donc voilà, tu te construis cette idée avec pas mal de critères extérieurs, et puis tu en arrives à te dire, ok, tu vas aller faire une école de commerce. Voilà. Après, c'est vrai que quand tu dis que t'as Internet, c'est vrai que ça, pour le coup, maintenant, ça, c'est un outil qui est quand même, enfin, franchement, moi, des fois, je bricole ou de l'électronique ou genre, tu vois, je fais des tutos, etc. Et c'est vrai qu'Internet, franchement, c'est génial. Mais par contre, la limite que ça, c'est, tu vas pouvoir en extraire un peu enfin, de l'information, de la connaissance. Mais après, j'ai l'impression quand même que pour le domaine de la vente, en tout cas, tu vois, vente, négociation, etc., influence, c'est quand même des choses qui se pratiquent, enfin, c'est quand même de l'humain, ça, à la base. Et Complètement. j'ai l'impression que tu pourras, en fait, c'est un peu, parce que moi, j'ai lu pas mal de livres aussi, parce que c'est un sujet, moi, qui me rend dingue. Mais voilà, j'ai l'impression que tu peux beau lire tous les bouquins que tu veux, il y a un moment donné, enfin, moi, j'en connais très bien, hein, des gens qui ont toutes les strates en tête. Mais par contre, sur place, après, quand ils sont devant, ça peut être n'importe quoi, la nana, le vendeur, le mec, n'importe quoi, voilà, ils paniquent. Moi, le premier, ça m'est arrivé des fois de craquer, quoi. Donc, c'est bien d'avoir les connaissances, mais aussi
J'ai l'impression que pour ce domaine-là, la pratique est même, j'ai l'impression même encore plus Et puis importante, comme je dis, j'imagine. tu as autant de clients différents que tu as de personnes sur la Terre. Donc, vu la Ah complexité ouais, de l'humain, de toute ok. façon, la vente ne sera pas une science exacte, Donc il y a pas déjà de, par tu dis qu'il n'y a définition. pas de règle par hasard, comme ça? Pardon? Tu veux dire qu'il n'y a pas de règle? Si, il y a quand même des règles, mais tu as une complexité puisqu'en face de toi, tu as un humain. Hein. C'est pour revenir sur ce que tu disais, où effectivement, bah, tu traites avec des humains, tu as besoin de l'expérience, si tu Ouais, veux. Ça, c'est très important. Ce qu'il faut quand même reconstituer pour quand même que les gens soient bien clairs, un petit peu démystifier tout ce qui est quand même autour de la vente. ouais, Euh, Aujourd'hui, la vente, ça permet aussi d'expliquer ce que je te disais, le fait qu'il y a quand même autant de, je dirais, de ventes et de clients différents que tu vas avoir d'humains sur Terre. Euh, Quand je parle de la vente, pour moi, ça fait un petit peu trop général de dire la vente, c'est comme ça. Non, moi, j'ai envie de dire les ventes. C'est d'accord. le premier truc qui est très important parce qu'aujourd'hui, je reviens à mon exemple, tu vends un t-shirt chez H&M ou un Airbus à 350, c'est pas du tout la même chose. Il y a des critères dans une vente qui sont très importants. Tu as les cycles de vente, long versus court. Donc là, typiquement, hein, est-ce que je vais acheter tu vois, quelque chose au supermarché ou je rentre dans un processus décisionnel long. Très souvent, c'est lié aussi avec le montant et l'engagement que tu vas avoir en face de ça. D'accord. Parce que plus je vais avoir quelque chose de coûteux, normalement, plus je vais avoir un processus qui va se passer hein, au niveau Oui, du consommateur et de oui. réfléchir par rapport à cet achat. Donc, ok. Les interlocuteurs, parce que à qui tu es en train de vendre. Et si tu veux, moi, avec mes différentes expériences, je peux te le dire, tu as quelqu'un qui rentre en B2C, donc c'est quand tu as un client final comme ça, qui rentre dans une boutique pour acheter un téléphone, ou tu parles à un PDG d'une boîte de transport, tu n'as pas le même interlocuteur, tu ne Ouais, vas pas avoir la même vente. Et c'est aussi d'accord. lié encore une fois à lui-même, parce que ce n'est pas le même personnage. Tu vas avoir aussi un aspect qui est vachement important, c'est, voilà, quand je reste en France, je ne l'ai pas trop, mais quand je suis en dehors de la France, je le vois, c'est l'aspect interculturel. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu n'auras pas le même scénario, tu n'auras pas le même type de vente en France ou ailleurs. Et D'accord. ensuite, encore une fois, bah, c'est les ventes parce que tu as différents individus, mais par contre, ce qui est hyper important pour moi, et c'est un truc, je dirais, malgré tous les clichés qui tournent autour des vendeurs et de la vente, aujourd'hui, un truc qui est important, c'est que la vente doit être gagnant-gagnant. Aujourd'hui, c'est du win-win. Aujourd'hui, le vendeur qui a, si tu veux, le cliché hein, du vendeur avec des bagues à Ok. tous les doigts, la chaîne en or, et tu vois Ouais, ce que c'est je veux vrai. dire, Ouais. et les dents plaquées Wall or, Street, ça? ça ne doit plus exister. Tu vois, pour moi, ça c'est complètement terminé. Aujourd'hui, le client, il achète quelque chose parce qu'il y a des intérêts partagés. On ne le force pas. Hein. Il faut vraiment mettre ça, je dirais, en tête parce que c'est quelque chose qui, pour certains, c'est encore dans les esprits, mais c'est complètement faux. Et en plus de ça, il y a un fait, et tu vois, tu parlais d'Internet, c'est de plus en plus vrai avec ça. Aujourd'hui, il y avait eu, enfin, aujourd'hui, c'est même une étude qui date, puisque ça, moi, je l'avais vu et j'ai repris ça récemment. C'était une étude de 2009 qui parlait, si tu veux, de l'impact d'un client mécontent. Aujourd'hui, un client qui est satisfait, par exemple, lui, il va en parler à 3 clients. Le client mécontent, il va en parler à 12 personnes. Ah ouais? Le client très mécontent, il va en parler à 20. 20 personnes? Ah ouais, je Ouais. vois, genre il va se plaindre partout et... Ok. Donc, ce qui fait que si tu veux, la relation où je vais te, entre guillemets, t'avoir sur un Je vais coup t'en one shot, foutre. Ouais. ça peut plus fonctionner, tu vois, parce que ce client et ce nombre, je suis sûr qu'il va être tendance en plus à croître de mécontents, passer de 20 à quelque chose de bien plus supérieur, grâce notamment aux réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, la vente, c'est du long terme. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, et en plus de ça, le coût, si tu veux, le temps que tu vas mettre à récupérer un nouveau client, c'est très important. Donc cet effort que tu as mis pour avoir un nouveau client, qui maintenant est ton client, il ne faut pas gâcher ça. Donc on part sur de la relation long terme. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est très important parce que voilà, c'est un petit peu les clichés qui tournent quand tu dis ah ouais, je fais de la vente, tu vois, tu as tout hein, ces images de la vérité si je mens qui ressortent, mais c'est complètement faux aujourd'hui pour moi. Hein. La vente, c'est quelque chose, il y a des intérêts partagés. Ouais. La vente doit être achetée, ça c'est une certitude, mais il y a Oui. des intérêts partagés derrière tout ça. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est quand même une science inexacte parce que, voilà, la conclusion de l'histoire, tu as des humains en face. Et comment tu... ah, c'est hyper intéressant. En fait, en gros, tu me dis que... En fait, aujourd'hui, maintenant, on est plus sur une relation du coup de confiance enfin, entre deux individus, quoi, et qu'on va essayer de fidéliser plutôt que d'essayer. Enfin, d'ailleurs, c'est ça. Est-ce que du coup, toi, t'essayes de fidéliser et ensuite, du coup, tu développes moins des nouveaux clients, ou est-ce que tu es toujours en train de chasser des nouveaux quand même et de garder en stock ces clients à côté? Tu fais comment?
Alors, en fait, ça dépend de ta stratégie d'entreprise ou autre. Ce qui D'accord. est sûr, c'est qu'aujourd'hui, hein, certains peuvent te parler d'upsell ou autre, ton client aujourd'hui existant peut te rapporter plus de chiffre d'affaires. Ok, très bien. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même continuer à avoir de nouveaux clients parce que pour certains business, tu en auras besoin. Oui, d'accord. D'accord? Ok. Ok. Donc voilà, ça va dépendre. Mais ce qui est vrai dans ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les Tu perçois choses. les choses, ouais. Le vendeur aujourd'hui, il doit être aujourd'hui, il doit t'apporter une solution. Il est aujourd'hui conseillé. Là, c'est pas juste. Et d'ailleurs, la méthode de vente en tant que telle, quand tu parles à n'importe quel, je dirais, intervenant ou autre, euh, la méthode de vente, c'est de convaincre, si tu veux, mais euh, dans un premier temps, tu dois découvrir ce que la personne a besoin. Là, c'est un petit peu, dis-moi en gros ce que tu as besoin et je te dirai ce que tu as besoin d'acheter. Tu Oui, vois ce que je veux d'accord. dire? Et Ouais, c'est je vois ce ça que la tu veux dire. méthode de vente finalement, hein. Ok. Ouais, l'étude des besoins. Et donc du coup, ça veut dire que tu dois faire un... Toi, tu fais un travail préliminaire quand même de recherche sur le client d'abord, ou est-ce que tu... Ou ça passe par un dialogue, un échange avec la personne? Est-ce que c'est un travail de Alors, mentaliste un peu ça en fait, non? ça va dépendre du type de vente que tu vas avoir, encore une fois. Mais Encore dans une mon fois. cas, par exemple, c'est Ouais. sûr qu'il y a Prenons ton cas plusieurs à chaque éléments à fois. prendre en compte. Ouais. Ouais. Dans mon cas, si tu veux, c'est se renseigner déjà sur la structure. Aujourd'hui, j'ai une boîte de transport. Combien de véhicules ils ont? Quelle est la structure, la typologie de transport qu'ils font? Et bien évidemment, par exemple, quand, allez, on va dire, mon assistante me prend un rendez-vous avec un de ses transporteurs, forcément, je vais avoir un appel avant pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et clairement, je veux vraiment être sur des questions ouvertes parce que c'est pas de la question fermée. On n'est pas sur un interrogatoire de police. C'est expliquez-moi aujourd'hui comment vous travaillez. Voilà. Expliquez-moi demain qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif. Où est-ce que vous voulez aller? Quel est D'accord. votre but? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc c'est assez Et puis rationnel, quoi. peut-être que là, on va se rendre compte, et ça m'arrive régulièrement, de dire, j'ai pas la solution qu'il vous faut. C'est pas ça que vous recherchez. Tu vois, il Ah, faut ok. aussi être honnête dans cette réflexion-là. C'est concordant avec ce que tu me disais avant, quoi. Tu vois, ça sert à rien d'essayer de l'enfler, de gagner une vente et en perdre peut-être deux derrière. Parce que, C'est mais, ça. Et puis du tu vois, on te parle de win-win. Imagine si le mec, surtout dans le monde où je suis, le monde du transport, où il y a quand même une vraie notion de réseau, si tu l'as enflé, comme tu dis, ça va aller très vite, cette information-là. Donc cette ouais, mauvaise c'est vrai. image va te suivre. Et alors, du coup, comment est-ce que tu... Ça, c'est vraiment une question que je me posais en préparant ce podcast. Et je me disais, comment est-ce que tu fais, par exemple, pour développer ton activité? Dans le sens, au niveau des clients. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je me dis, d'un côté, il y a le vendeur, tu vois, qui est un peu une espèce de chasseur, tu vois, qui va vraiment aller traquer le client, qui va aller qui va passer des appels pour essayer, ou des meetings, ou aller à des événements, etc., pour trouver le bon client. Et j'ai l'impression que de l'autre côté, eh ben, je sais pas, ben, au lieu d'aller traquer la personne, eh ben, peut-être qu'on va mettre un espèce de, je sais pas, de pot de miel, ou j'en sais rien, quelque chose de l'information, de la valeur, tu vois, pour que les gens viennent à toi Mhm, plutôt que toi t'ailles vers bien eux, en sûr. fait. Comment est-ce Bon, que... ben ça va, le marketing a bien fonctionné sur toi, donc tu as bien vu ce qui se passe. En réalité, tu as bien raison. Il y a deux types de ventes. Il y a les ventes poussées et les ventes tirées. Les ventes push, pull. Ah, Aujourd'hui, ok. effectivement, et puis l'une, si tu veux, n'empêche pas l'autre. Je vais prendre aujourd'hui des exemples typiques. Euh, Tout ça, ça va dépendre aussi de finalement à qui tu vas, enfin, quel est le produit que tu vas vendre et ta cible. À qui tu vas venir aller vendre ton produit et c'est aussi lié avec le coût de la vente parce que la vente a un coût. Tu as le salaire du vendeur, si par exemple tu as un commercial ou autre, tu vois, Ouais, tout ce genre de choses. ouais. Typiquement, tu vends des yaourts, tu t'appelles Danone, tu vas pas envoyer des gens en porte-à-porte pour frapper à la ménagère. Pour Bonjour, vendre des est-ce que vous Danone, voulez ouais. acheter un pack de 4 yaourts à la fraise? Non, ça ne passe pas D'accord. comme ça. Ok. Là, ça va être effectivement des ventes tirées et c'est Du là que le branding. marketing va arriver, et peut-être même, si tu veux, avec le levier de la communication et des réseaux sociaux, où là, on va venir communiquer sur ce produit-là et te donner envie de venir l'acheter, tu vois, et puis repenser quand tu vas te retrouver dans les rayons. Alors qu'à côté de ça, tu vas avoir les ventes typiquement poussées, où là, effectivement, tu vas avoir ta force de vente, donc tes commerciaux, où là, tu vas être effectivement un petit peu en chasse, comme tu dis, de tes clients et de tes prospects. Voilà, exactement. Donc, Et tu peux avoir les deux liés. ok. Typiquement, regarde, une industrie qui fait les deux, c'est l'industrie automobile. Moi qui suis un grand fan de voitures italiennes, si tu regardes Alfa Romeo ou autre, ils vont jouer sur la communication, sur l'émotion, la sensation de conduite, tu vois, sur toutes ces images que tu vas avoir de la voiture. Mais à côté de ça, tu as aussi des commerciaux, bon, qui font pas forcément bien leur travail, mais ça c'est un autre sujet, mais qui devraient contacter, si tu veux, Ça leur t'arrive. fichier de prospect, etc. Ouais, Tu vois. d'accord. Et donc en fait, ça dépend plus du client plutôt que de toi en fait.
Si t'as parce que moi, par exemple, moi j'ai l'impression, toi, par exemple, que tu as un profil quand même à l'offensive, enfin, tu vois, de chasseur. Tu vois, moi, enfin, moi, je me verrais plus, tu vois, dans le marketing. Et en fait, ça dépend vraiment du client et pas de la personnalité du vendeur, en fait. Exactement, ça dépend D'accord, de toute la stratégie de ta boîte et de ton produit et de ta d'accord. cible en face, ça c'est clair et net. Ok. C'est pas juste le vendeur qui va décider ça, clairement, c'est une décision d'entreprise aujourd'hui. Et Et, qu'est-ce qui te plaît, et du coup, voilà, dans c'est tout ça, sûr que toi? et c'est pour ça que tu vois, quand tu reviens à ce que je te disais aussi qu'en école de commerce, on ne forme pas de vendeurs, c'est aussi parce que c'est un choix, parce que les gens ne veulent pas se retrouver très souvent face aux clients, parce que c'est pas toujours facile, parce que on prend forcément des claques, et quand le client n'est pas content, parce que ça peut arriver, tu te retrouves en première ligne, Ah, tu et crois que tout c'est ce pour genre ça? de choses, ben, effectivement, tu le ressens, tu vois, donc il faut avoir un caractère assez fort. C'est vrai que les gens préfèrent se retrancher, tu vois, derrière un écran finalement, et faire plutôt sans vouloir critiquer, hein, Du mais tu chat vois, ou du pas se téléphone? retrouver face au client. Ah, tu crois que c'est pour ça? Une grande partie. Ok. Et puis très souvent, les métiers de la vente, ça implique des déplacements que certains ne veulent pas forcément. Enfin bref, il y a tout un tas de choses aussi, mais je pense qu'il y a une partie qui est quand même liée à ça. Ouais. Toi, tu bouges beaucoup? Alors, c'est variable, mais je dirais qu'à peu près, moi je me déplace toute France et Europe et je suis à peu près, allez, un jour et demi, 2 jours, 2 jours par semaine en déplacement. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qui justifie ça? En gros, c'est pour créer le lien avec le client, en fait, du coup, être en face à lui. C'est exactement ça. D'accord, C'est créer le lien avec des prospects, des clients existants, des partenaires, des salons, voilà, tout ce genre de choses. Ouais. d'accord. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, avec la vente, toi? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Alors, il y a plusieurs choses, si tu veux. Moi, aujourd'hui, dans ce qui me plaît, euh, c'est le côté relationnel, le côté effectivement challenge. Les salariés, tu vas te dire, ok, bon, ben, ton challenge, c'est quoi? Ben, très souvent, c'est la rémunération variable, chose que je n'ai pas pour moi, puisque ma rémunération variable, c'est ma société, d'accord? D'accord. Donc, tu vois, c'est ce côté challenge, c'est-à-dire, tu vas y arriver, tu vas créer ce truc-là, finalement, parce que, enfin, quand moi j'ai commencé à la première boîte, si tu veux, j'avais pas d'équipe, j'avais un bureau sans fenêtre, alors que maintenant, on se retrouve avec des bureaux si tu veux, hyper spacieux, une terrasse, une équipe, tout est beaucoup plus structuré. Et puis les déplacements, pour moi, c'est pas du tout un frein. J'en ferai pas tous les jours, hein, je suis d'accord, je ne pourrais pas être tous les jours sur la route, mais pour moi, c'est pas du tout un frein, voire même si je suis pas en déplacement, comme là, ça a été le cas pendant le confinement, ça Oui, oui, m'embêtait, quoi, ça t'enquiquine, clairement. quoi. Ouais. Ah, d'accord. Ah, c'est super, c'est intéressant. Du coup, toi, t'es amené quand même à bouger en Europe, tout ça, quoi. Ouais, alors essentiellement ouest, on va dire, ouest Europe quand même, hein, Ouais, c'est-à-dire que d'accord. essentiellement, moi, je fais France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Allemagne, et puis voilà, quoi. L'Espagne, il y a aussi également une société, mais j'y vais pas. Donc, voilà. Ok. Genre, est-ce que c'est le côté, du coup, convaincre la personne, le fait de créer des relations? C'est quand même une relation ce que tu crées en fait à chaque fois? Ou est-ce que Bien sûr. c'est le côté augmenter le nombre que tu convertis en fait? Alors, si tu veux, par rapport à ça, euh, dans ce qui me plaît, effectivement, il y a le côté business development qui est l'extension et l'expansion qu'on va avoir aujourd'hui de la société. Euh, Effectivement, pour moi, mon gros challenge et ce qui me plaît, c'est vraiment ça. C'est de voir, si tu veux, la croissance de la société. De dire, d'année en année, on grandit et de voir cette progression-là. Tu vois, beaucoup plus que le truc, t'as vu, j'ai réussi à le convaincre, on était 10, je Ouais, sais pas, en dessus et je liste, il l'ai y eu avait quoi. 10 autres Ouais. éditeurs. Ok, je l'ai pas, c'est pas grave. Et encore une fois, même si pour certains, si tu veux, et ça me fait toujours un peu rire quand je dis ça, la vente est proche de la prostitution, pour certains, il ne faut pas pour autant se prostituer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, s'il y en Ouais, a c'est certains qui extrême. veulent se prostituer, c'est leur problème sur le Oui, prix, d'accord. hein. Moi, j'ai Ok. souvent un principe, et c'est ce que j'ai appris, une des seules choses que je retiens, entre guillemets, d'école de commerce, mais enfin, quand j'étais à Amsterdam, c'était le better no deal than a bad deal. Hein. Mieux vaut ne pas vendre qu'un mauvais deal. Et ça, c'est vraiment vrai, et c'est vrai même pour la vie de tous les jours, hein. On te propose un contrat de travail, ben ouais, peut-être que c'est le job que tu veux faire, mais si par contre ça ne te permet pas de vivre, tu vas avoir des regrets, tu vas pas forcément bien le vivre, donc ton expérience in fine ne sera pas forcément bonne. Donc voilà. Ok. Ah, donc c'est contrairement à ce que tu disais tout à l'heure de le win-win. C'est win-win pour la vente en Dans les elle-même, deux mais par sens. contre dans la négociation, il faut pas non plus accepter n'importe quoi. Exact. C'est D'accord. ça. Donc c'est vraiment une Après, différence. si tu veux, on peut parler un petit peu de la négociation. Je sais pas si c'est quelque Ouais, chose qui pourrait ouais, ça t'intéresser m'intéresse ou. beaucoup. La négociation, moi, je le vois un peu comme une sorte de judo. Est-ce que c'est une bonne métaphore, ça, de comparer, d'utiliser la force de l'autre, en fait, euh,
pour arriver un Alors, peu à tes fins? là déjà, tu parles de technique. Tu vois, tu es déjà sur Ouais, comment je vais gérer une négociation. Déjà, d'accord. ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'est-ce que c'est une négociation, comment je la prépare, comment je peux y arriver. Je peux effectivement aussi parler de quelques techniques ou des choses comme ça qui pourraient être intéressantes. Et après, je verrai ta métaphore du win. Parce que déjà, ce qu'il faut comprendre, quand je parlais de win-win, c'est que chacun doit être content dans une vente. La négociation, en fait, c'est la même chose. En réalité, en négociation, tu as deux personnes. On va dire, tu peux en avoir plusieurs, mais on imagine que tu as deux personnes. Chacune de ces personnes va avoir leur objectif désiré, si tu veux, la situation idéale, mais ils ont surtout ce qu'on appelle le fallback, c'est leur point de non-retour. C'est-à-dire, en dessous de ça, je refuse. Tu vois. D'accord. Et en fait, on va naviguer, c'est ça une négociation, hein, c'est une navigation dans une zone d'accord possible. Tu vois. Ce qui est important, c'est qu'une partie, hein, l'une ou l'autre, ne descendra jamais, par exemple, son prix ou un point qu'elle va négocier sans avoir une contrepartie. Tu vois. Ok. C'est pas je dis, tu fais. Non, encore une Oui, fois, c'est oui. comme la vente. Tu vois, c'est des intérêts partagés. On reste encore dans ce win-win. Tu vois, ça, c'est une chose qui est très importante. Dans la préparation d'une négociation, et ça, je pense que pour tous tes auditeurs, ça peut être intéressant, et je pourrais t'en parler aussi comment moi je le prépare, même dans la vie privée. Euh, Il y a une technique pour moi, enfin, de préparation qui est pas mal, c'est ce qu'on appelle le PATNA, c'est le Best Alternative to a Negotiate Agreement. Donc Ok. en fait, si je traduis ça, c'est ta meilleure alternative à un accord négocié, en gros. Et en fait, c'est composé, si tu veux, de 5 points. Donc tu te fais une feuille, tu as 5 points. Ça, PATNA, ça permet de retenir, si tu veux, le PATNA. D'abord, le premier point, c'est est-ce que tu es en position forte ou en position faible sur ton PATNA. C'est-à-dire concrètement, est-ce que tu as le pouvoir ou pas dans la négo, quoi, Ok. tu vois. Est-ce que tu as un levier, Ton quoi? deuxième Ouais. point, c'est il faut que tu essayes de euh, décider finalement tes points de négociation, tes positions et surtout de définir effectivement ton point de non-retour, ton fallback. Tu peux espérer effectivement de dire je veux le vendre à ce prix-là. Bon, par contre, ma limite en dessous duquel je ne veux pas vendre, c'est ça. Ça, c'est très important de le voir. Troisièmement, c'est de définir tes priorités, et surtout quand tu as plusieurs points à négocier. Tu vois, j'ai le prix, la maintenance, le machin, le truc. Ok, qu'est-ce que tu veux en priorité? Tu vois, que tu es quand même ça ancré en tête, comme ça, les autres points, tu pourras les concéder plus facilement en échange de quelque chose. Ah, tu veux... Oui, d'accord. Ok. Ok, je comprends. Ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ensuite, un point, le quatrième point qui est important, c'est d'essayer de deviner, si tu veux, de faire des hypothèses par rapport à ton adversaire, ton autre partie, tu vois, l'autre personne. Savoir C'est-à-dire? lui, où est-ce qu'il se situe, qu'est-ce qu'il va vouloir en termes de prix, qu'est-ce qu'il va vouloir négocier, tu vois? Ça va pas être De se facile. mettre Elle doit pas être finalement dans facile, cette sa place. partie-là, non? Parce que Pardon? ça doit pas être facile d'être cette partie-là, non? Parce que là, en fait, ce que tu fais, en gros, c'est tu fais t'as un a priori, en fait, là. Genre, c'est Ouais. du... C'est... ça, tu sais pas vraiment... Même si tu vas avoir une idée, tu sauras jamais ce qui se passe dans sa tête, non? Je sais pas. Je suis d'accord. C'est pour ça tu fais des hypothèses. Ça ne veut Ouais, pas dire qu'elles vont être bonnes. Et ouais, encore une fois, hein, comme je te disais, la vente slash la négociation, c'est inexact. C'est oui, pas c'est des vrai. maths. C'est Mais vrai. on peut essayer de deviner, tu vois ce que je veux dire. Bon, imagine, tu es en train de vendre des voitures, grosso modo, j'en sais rien, tu es le vendeur, tu sais que tu vas avoir une négociation, le mec il peut pas te demander moins 40% sur une voiture neuve. Oui. Tu vois, donc là ton hypothèse peut dire, bah je sais pas, il veut peut-être demander, tu connais ton marché, il va me demander moins de 10% ou une extension de garantie, tu vois, Oui, il va tu peux négocier essayer sur de d'autres deviner ce genre choses. de choses, il faut que ce Ok, soit crédible quand même. d'accord. Et ensuite, partir de ça, toi, tu peux, ton cinquième point, préparer des stratégies, des machins. C'est là où moi, je vais te proposer, en fait, peut-être quelques idées, des points de réflexion. Euh, Déjà, ce qu'il faut comprendre sur une négociation, avant que je rentre un peu plus dans le détail, c'est que tu as trois phases. Ça, c'est indissociable. Tu as d'abord l'ouverture de la négociation, c'est-à-dire les gens, souviens-toi, quand tu as négocié des choses ou quoi que ce soit, ils ne s'assient pas et ils se disent, bon, Oui, on rentre dans le vif du sujet. c'est Non, 10 d'abord, euros. ça ne se passe Ouais. pas comme ça. Ouais, ouais, ouais. D'abord, on a un petit small talk, bonjour, comment allez-vous, machin, tu parles de Ouais. la pluie, du beau temps, machin, oh, vous avez des beaux bureaux, machin, bon, bref, C'est important tout ça sauf quand de la même, non? négociation. Pardon? C'est important ce côté-là, non? Les... C'est ultra important. Ouais, ouais. Je veux dire, tu es en train de parler à un humain et ce côté-là, il y a beaucoup de gens qui le négligent. Et D'accord. on voit que déjà, ils sont en train de rentrer dans une négociation conflictuelle. Parce que le mec dessus se dit, bon, ça va pas. Asseyez-vous, on va prendre un café, on va trouver une solution. D'accord, ok. Voilà. Comment vous avez passé votre week-end? Ah, un petit peu détente. Donc, cette partie ouverture, elle est importante côté small talk. Et au bout d'un moment, bah, il faut quand même amorcer les choses, dire on est là pour négocier, pour trouver un accord, Oui. et tu rentres dans ta phase de négo. Voilà. Et cette phase de négo, comme je t'ai dit, bah, tu as une zone d'accord possible de part et d'autre, et tu vas naviguer là-dessus. Ce qui est important, c'est que, à mon sens, il faut toujours essayer de trouver
dans ce win-win, des solutions entre guillemets alternatives où chacun se sent à peu près content si tu veux, mais on ne bouge jamais sans avoir quelque chose en contrepartie. Et Ah ouais. d'essayer de faire bouger l'autre en premier, c'est très important. On va Enfin, gagner sur pas mal de choses. pourquoi c'est important que ce soit le premier, lui qui bouge le premier? C'est une question de domination? C'est peut-être un mot un peu sévère, mais pour avoir une Pas espèce du tout. d'ascendant, c'est quoi? Pas du tout. Je vais te prendre un exemple concret. Ouais, J'ai eu récemment, j'ai dû négocier avec, tu vas rigoler, avec un électricien, je fais changer le portail chez moi à l'entrée. D'accord? ok. Et ça revient aussi au fait que je dis, on n'accepte jamais une première proposition. Je vais te dire. Le gars, il nous demande, je crois, il avait pour 1 400 € à peu près. Ouais, Dans ma tête, je m'étais dit, ok, 1 200, 1 300, je serais content. D'accord? C'était ma position à IT. Le mec, je lui ai pas dit, faites-moi 50 €, faites-moi 100 €. Je dis, voilà, qu'est-ce que vous me faites? ok. Ouais, bon, ben, je vous fais 1 200. J'attendais, il y a ça, machin. Au final, il a atterri à 1 100. Donc, si j'avais déjà bougé en premier, que j'avais demandé de faire ce prix-là, il l'aurait accepté parce que c'était, tu vois, C'était au-dessus de ces... au-dessus de ce qu'il pouvait faire. Ok, Et ça se trouve, il peut faire encore en dessous. Enfin, et c'est pas le but non plus, il faut que ce soit win-win. oui, Il a fait un effort, il pouvait très certainement peut-être encore là en dessous. Mais moi, j'étais dans ma zone, si tu veux, d'attente, ma zone d'accord. où moi je voulais aller. Il y a eu un accord, négociation validée. On est dans du win-win, tu vois. Ah, c'est intéressant ça. Et Donc, c'est pour ça que je laisse toujours la première personne, tu vois, voilà, proposer, effectivement, faire le premier pas. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est surtout quand tu veux faire des compromis. Alors, le compromis, c'est vachement utilisé dans le contexte un peu américain ou autre. Tu le vois si tu allumes ta télé, que tu regardes de temps en temps là, les ventes aux enchères. C'est ouais, typiquement ça. C'est tellement de la négociation à l'américaine où en fait, si tu veux, t'as la personne qui va dire, je sais pas, t'as le truc à 2000, et puis l'autre il va dire ah, trop cher, ok, 1700. Et puis l'autre il va dire bah non, pas 1700, 1800, ou enfin, tu vois, 1400, et puis après ils vont dire on se retrouve au milieu. Tu d'accord. vois, Ok, hein, c'est ok, le fameux on fait 50-50. d'accord. D'accord. Et en réalité, le 50-50, c'est vraiment une arme redoutable en négociation parce que bah, tu fais un 50-50, c'est-à-dire que tu bouges de chacune des parties, tu vois, 50%. Ouais, Donc au final, chacun a bougé du même effort, chacun aura fait entre son guillemets, effort. tu vois. Ok, Par contre, là où c'est utilisé comme technique de négociation, c'est quand tu peux en faire plusieurs des 50-50. C'est-à-dire que le premier a fait un 50-50. Tu vois, il te dit, ok, tu maintiens ce prix en tête, mais tu passes sur un autre sujet, un autre point que tu veux négocier. Puis tu reviens dessus, tu vois ce que je veux dire, ouais, et tu ouais. réappliques un 50-50 sur le premier 50-50 que tu as fait, c'est-à-dire que tu as déjà baissé le montant, si par exemple tu es acheteur, et du coup, en fait, c'est un 75-25 au final, ton rendu final. C'est plus un 50-50. Tu Pourquoi? vois ce Parce que que je veux si tu... dire? Par exemple, si moi, je sais pas, pour une voiture, elle est à 40 000, je l'avais à 38 et Regarde, en 50 sur t'étais 39. à 2000. Imagine, on va faire simple, t'étais à 2000. Ouais, Moi, je veux par exemple, tu veux la vendre à 2000, moi je la veux à 1000. Donc on arrive à 1500, oui, le milieu. oui. Ok, alors par contre, tu vois, je te réponds pas aux 1500. Par contre, Ah, tu dis à la pas oui, tu dis limite, pas non? Tu dirais du tout là-dessus. je dis pas oui, je dis pas non, je passe à un autre point. Ah, ok. L'histoire des pneus, parce que je voulais aussi négocier les pneus, vos deux pneus à l'avant, tu vois, tu passes sur un autre sujet. Mais qui par exemple n'était pas une priorité importante. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être la personne va refuser ou peut-être même l'accepter. Mais par contre, je reviens sur notre accord. Bon, ok, les pneus, d'accord, je comprends, vous voulez pas échanger. Bon, allez, regardez, 1500, hein, c'est ce qu'on avait dit, 1000, allez, on fait, allez, on se retrouve au milieu, 1250, c'est gagné. Puis au pire, il va dire non, non, mais c'est bon, moi j'ai dit, ok, 1300, et même si tu accordes 1300, et bien au final, toi, tu auras bougé de 700 quand moi j'aurais bougé de 300. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment un Ah, 75-25. ok, Mais là, j'ai pris 2000, mais quand on parle de gros montants, qu'on parle de, tu vois, de montants de licence, de choses comme ça ok, peut être effectivement quelque chose d'intéressant. ok, ok. Et ça, tu le verras typiquement dans la culture un peu américaine, quand les mecs ils négocient, c'est ça. Ah, les ventes aux enchères, tu les vois, c'est exactement ça. Donc ils vont Donc négocier ça, sur faire d'autres plusieurs choses. compromis, c'est une petite technique que je donne, tu vois, Ok, d'accord. euh, d'éviter effectivement les points bloquants. Quand tu as quelqu'un qui a vraiment un point bloquant, ce qui est important, c'est que ça peut faire un peu comme un fallback, de dire que si ce point-là, il n'est pas réglé, tu vas pas aller plus loin. Et donc, ça va faire capoter la négociation. D'accord, donc Si c'est vraiment important tu as de envie d'y aller, désamorcer le... voilà, ces hein, points-là. il faut essayer de trouver des alternatives, si tu veux, voilà, et puis des fois, c'est des trucs tout cons, si tu veux, mais quand tu sais que la personne, tu sens qu'elle est au bout de signer, machin, mais il manque encore un truc, mais t'arrives pas, des Ouais, fois de mettre aussi comment dire, de concéder des points qui peuvent paraître complètement hallucinants, qu'est-ce que ça t'as peut eu? aussi faire rire et débloquer la situation. Comment ça, hallucinant? Typiquement, tu vas voir, moi j'avais, quand je fais ça, je vois la personne, on a discuté le prix, je sens que oui, c'est bon, mais c'est pas forcément bon. Puis là, je les regarde dans les yeux, je fais,
Écoutez, mon dernier prix, on a discuté, je leur montre, si tu veux, mon stylo que j'ai dans les mains, avec le nom de ma société, ça, je fais, si vous signez, le stylo est à vous. Mais non. Et je peux te dire que juste cette petite chose, ça détend l'ambiance et tu auras beaucoup plus de chances de faire signer au final. Sans déconner. Ou Attends, ou de dire, bon écoutez, vous signez, et puis je sais pas, un mec imagine qu'il n'y a que des assistantes ou des choses comme ça, et je fais livrer des roses à toutes vos assistantes dès demain. mais sans Ça va coûter déconner. quoi? Attends, Pas grand chose, ça mais marche voilà. ça? Mhm, exactement. Mais c'est complètement irrationnel, en fait. Mais de toute façon, je t'ai jamais dit que c'était rationnel, Oui, je t'ai dit c'est que vrai de toute qu'on en façon a jamais. l'humain, Oui, oui, c'est vrai. les tentatives de dernière minute, ça marche aussi en négociation. Imagine, tiens, on va parler, parce que je vais pas parler que de moi, mais imaginons des gens qui veulent négocier leur contrat de travail ou quoi que ce soit, la personne veut vraiment, parce que tu as une valeur pour la société ou autre, Ok. et puis tout est accordé sur le contrat, sur la rémunération, etc. Mais par contre, tu n'as pas, j'en sais rien, Petit resto. un truc, pas grand chose, hein, faut pas non plus négocier un gros montant, mais par exemple, tu as un accès à la salle de sport de la société, ou un truc qui normalement est un supplément, enfin bref, Ouais. et au dernier moment, tu peux dire je t'en signé. Et par contre, j'en déduis que les tickets resto ou le truc à la salle de sport, c'est inclus. Non? Ah, comment ça, c'est pas? Ah ben, moi, il me le faudrait, par contre, je pensais que c'était inclus. Et comme la personne qui arrive en fin de négo et tout ça, il a aussi envie, parce que c'est ça, hein, la personne, elle a aussi envie d'aller au bout des choses, Incroyable. Ah, tu as plus j'adore. de chances de l'avoir. Parce Voilà. que Les lui s'était tentatives mis de dans un dernière espèce de minute, mood de voilà, enfin, je vois le bout du tunnel. ouais, et les bons négociateurs le font même sur les prix. Moi, je le vois, certains de mes clients, des fois, on a bien accordé, je sais pas, c'est par exemple 50, allez, je sais pas, on va pas faire un truc rond parce que ce serait tout simple, genre 50 500, et puis à la fin, ah non, mais moi, non, mais on avait compris, c'est 49 500. Non, non, 50 500, on l'a bien dit. Tu vois. D'où l'importance aussi d'un truc, quand on a terminé sa négociation, Il faut parce l'écrire. qu'une négo, il y a trois phases. Hein. Comme je t'ai dit, il y a l'ouverture, la négo, qu'on est en train de faire, et la conclusion. Et la conclusion de bien récapituler avant qu'on signe tout ce qui a été négocié. Que ce soit bien clair pour chacune des parties. Tu vois. Ok. Parce que si elle a le sentiment que tu es en train de lui faire un truc dans le dos, Ouais, ça va capoter très certainement. d'accord. Donc, D'accord. ok. Donc, Et faut... puis, Ouais. voilà, c'est grosso modo, il y a plein de choses, mais dans les choses, effectivement, c'est ça, c'est ton compromis 50-50, l'échange, je te donne ça, tu me donnes ça, de pas trop utiliser la force. La force, ça, c'est un truc que je supporte pas dans, tu vois, c'était un peu les clichés, maintenant ça a bien changé, mais des acheteurs de la grande distribution, où les mecs, tu le vois dans La Vérité si je mens, où ils veulent en plus vendre leurs produits et on leur demande de payer pour la fusion entre les deux sociétés, ou je Ouais. sais plus, c'est Garcia ou l'autre qui se lève, il se dit, mais attendez, c'est vous qui vous mariez et puis c'est nous qu'on encule, c'est à quelle heure la pipe ou un truc comme ça. Ben ouais, non, mais c'est ça. Ouais, ouais. Donc la force à utiliser avec, Modération. voilà, parce qu'un jour, si le rapport de force inverse, tu seras bien content Tu d'avoir te feras traité la avoir. personne correctement Ouais. aussi. Ok. C'est la même chose avec le bluff. Tu sais, moi, j'ai un des souvenirs que je me souviens, c'était quand Ah, j'étais en Mobistore, je vendais les téléphones. Il y en a un qui me sortait, le iPhone venait juste de sortir. Ça faisait un carton, Apple était number d'accord. one des ventes, ils avaient le monopole là-dessus. Et puis Ouais, c'est le gars qui d'accord. te fait, non mais moi, j'étais chez Orange. Le mec fait, non mais moi chez SFR, le nouveau iPhone, il me le propose à 1 euro. Moi je lui dis très simplement, oui, monsieur, qu'attendez-vous pour l'acheter? Allez chez SFR. Il ne pouvait jamais l'avoir à 1 euro. Hein. Il n'y avait pas des offres, si tu veux, qu'il faisait. Donc Ah, le mais bluff, ça peut aussi se retourner contre toi. Tu peux perdre aussi toute crédibilité quand vraiment tu vois, c'est comme si le mec te dit, ah mais moi là-bas la Ferrari, il me l'a fait à 10 000 euros. oui, oui, Ben, il d'accord. va Oui. l'acheter. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? mais après, tu vois, en même temps, je comprends la stratégie parce que sur le bluff, en fait, si t'es pas au courant de. Si toi-même t'es pas au courant au niveau de la culture, de ce qui se fait autour, tu peux te faire surprendre aussi. Tu sais, Oui, t'es pas à l'abri exactement. Le d'un bluff espèce de et les flou. émotions, ouais, je suis d'accord avec toi. Le bluff et les émotions, quand elles sont très bien utilisées, ça peut être très bon. Mais effectivement, il faut savoir l'utiliser. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde, et puis ça dépend de l'interlocuteur que tu as en face de toi. Tu vois. D'accord. Donc là-dessus, voilà. Mais toi, tu. Après, tu vois, tu me parlais de judo, Oui, que j'y reviens quand même. Je t'ai pas oui. oublié depuis tout à l'heure. Ouais, Il y a aussi une chose qui marche, c'est comment on pourrait appeler ça, la construction ou le raisonnement logique. C'est-à-dire quand tu as un ouais, je vais prospect, demander par ça exemple, justement. quelqu'un qui, si tu veux, veut te faire baisser le prix, mais qui veut acheter de la qualité, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu peux dire, mais monsieur, mais expliquez-moi, enfin, dites-moi si je suis une bêtise, mais aujourd'hui, vous voulez acheter notre produit supérieur, notre produit premium, qui aujourd'hui a un prix justement en raison de nos qualités de production supérieures, mais vous ne voulez pas payer le prix en conséquence. Expliquez-moi. Tu vois, de retourner effectivement une demande de la personne sous forme de question comme ça. Tu vois ce que je veux Des dire? questions ouvertes? Et ça permet de lui montrer que ce qu'il dit n'est pas logique. Tu vois?
Ah, donc tu reformules et tu... Ok, ok, je vois. Mais... Le mec te dit, il veut acheter ton produit le plus cher, mais il veut le payer au prix de l'entrée de gamme. Et à un moment, c'est pas raisonnable. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok. Donc en fait, si je comprends bien, tu dis jamais oui, jamais non, et tu... Enfin non, jamais non en tout cas. Peut-être que tu dis oui, je sais pas. Et tu poses des questions un peu... tu lui renvoies un peu la balle, quoi, en fait, en disant, écoute, comment est-ce qu'on peut faire, quoi. Voilà. Ouais, Et ça fait partie de deux qualités que tu as besoin en vente ou en négociation. C'est un, l'écoute active, ouais. bien écouter effectivement, et de paraphraser. C'est pas faire du blabla ou du baratin, mais c'est de reformuler ce que la personne est en train de t'exprimer, parce que des fois, tu veux, quand Oui, c'est on pas parle forcément entre clair, gens ouais. sensés, ça va, mais des fois tu négocies avec des gens, imagine, tiens, on parlait de négociation interculturelle ou autre dans une langue qui est par exemple l'anglais, où la personne ne parle pas très bien anglais ou autre, tu as intérêt à paraphraser. Hein. Parce qu'il te dit, that's very good, I want Ah the oui, price. ouais, Tu sais ok, pas si c'était I want this price, ou tu vois ce que je veux dire, ok. ou il te fait la calculatrice, enfin, il y a des choses aussi un peu comme ça à comprendre. Donc Et alors, paraphraser, ça te permet de bien comprendre et de gagner du temps. Ça te laisse le temps de réfléchir à ce que tu vas répondre. eh oui, gagner du temps, ok. Mais qu'est-ce que tu... Alors par exemple, tu vois, là, tu vois, tu parles de l'international. Toi, tu vois des grosses différences, du coup, entre... Où est-ce que tu négocies déjà? Tu dis que tu négocies dans l'Europe de l'Ouest, plutôt. Donc j'imagine Oui, l'Angleterre, alors, si l'Espagne, tu veux, moi peut-être? j'ai un peu un contexte européen, donc j'ai fait des négos là-dessus, j'ai fait un petit peu avec des Indiens et des Chinois, donc oui, le contexte effectivement culturel, ou on va dire international, même au sein de l'Union européenne, est important. Tu ne négocieras pas ou tu ne feras pas du business de la même façon avec un Allemand qu'un Italien ou qu'un Anglais. Tu vois, ça c'est très important. Et il y a une chose et là j'invite tout le monde à les regarder, il y a un sociologue qui a mis en ligne en fait toutes ces études. C'est l'une des seules choses que j'ai dû retenir, je pense, de tous mes cours interculturels. C'est Ofsted. Je crois le site c'est Ofsted. Tu fais Ofsted Cultural Comparison. Enfin, tout est ouvert et public. Et tu peux t'amuser à comparer. En fait, il analyse les pays sur 8 ou 10 critères. Euh, le respect, si tu veux, de la hiérarchie, est-ce qu'on est plutôt orienté long terme, court terme, tu vois, tout ce genre de choses. Ok. Et tous les pays du monde, quasiment, enfin, peut-être pas la Corée du Nord, mais enfin, tu vois, Ouais, l'essentiel des pays, ouais. vont être, si tu veux, analysés sur une échelle de 0 à 100. Donc tu peux savoir, tu vois, à peu près comment déjà vont se comporter les pays quand tu ne les connais pas. Parce que ça aussi, c'est des trucs, tu vois, Donc à c'est savoir. une espèce de cliché vérifié, quoi, en fait. Voilà, D'accord. exactement, tout Et à fait. t'es Et tombé ça, c'est vrai de... que c'est très important. Et puis bon, après, ça me fait rire parce que clairement, après, ça te fait des histoires, des souvenirs. Moi, à chaque fois que je vois le mieux, c'est les mecs de l'Est, parce que très souvent dans les salons, si tu veux, quand ils voient mon nom, hein, Boris Melnik, ça fait quand même Oui, très typé pays de l'Est. D'ailleurs, oui, mon grand-père était ukrainien, mais bon, je parle aucun mot, donc j'ai que d'accord. le nom, d'accord? Je suis une vraie copie fake, on va dire. Ok. Et en réalité, quand je les vois sur les salons, ils font halluciner, parce que les mecs, ils voient mon nom, mais ils voient en plus l'IS France. Et quoi, Alors là, il y a un bug. Ils il- voient le nom de la société, France, tu vois. Oui, Là, ils se disent, putain, il y a un problème. Alors les mecs, tu les vois, je commence à parler, machin, et puis je les vois qui restent, si tu veux, les yeux fixés sur mon nom. Tu sais, j'ai une attache normalement au niveau de la oui. veste, du costume, tu sais, avec mon nom, machin. Ouais, ouais, je vois très Et il y bien. en a certains, je les vois, ils s'en foutent, ils me font, You me, you Russian, you're not French. Et les mecs, une fois, il y en a T'as un, déjà j'ai eu dû ça. sortir ma pièce d'identité, il me croyait pas, il commençait à Ah me ouais. parler en russe, il voulait qu'on aille boire des coups, machin. Ah ben oui, non mais c'est, voilà, donc c'est plutôt sympathique. Et puis voilà, et puis même en France, tu vois, sans parler interculturel, tu auras des différences. Tu vas aller, c'est pour ça que j'aime bien, tu vois, côté déplacement, tu vas aller voir un Marseillais ou un Breton ou un gars dans le Nord ou un Alsacien, tu n'auras pas du tout les mêmes trucs et ça te fait des histoires et c'est ça qui est enrichissant, quoi. Et alors, t'es Comme je tombé dis, des j'ai nues eu des des fois? Ouais. signatures, si tu veux, qui se sont faites parce que ça a été des longs fights de des mois et des mois, et puis d'autres parce que on a bu le Ricard jusqu'à minuit, 1 heure du matin, et que il y a eu confiance, et les mecs ils ont signé à 1 heure du matin, quoi. Voilà. Incroyable. T'as eu des Voilà. négociations qui se passent comme ça où tu vas à un resto, j'en sais rien, et ouais, Ah là, tu... c'était balèze. Ce coup-là, c'était déjà chez eux. Hein. J'avais le rendez-vous vers les coups de 15 heures, donc j'ai fait une démo de 15 à 17. Et D'accord. là, ils me disent, putain, il est bon, votre logiciel et tout, machin. À 17 heures, petite bière, Boris? Bon, petite bière, oui. Il est 17 heures, début des hostilités, et puis nous avons bu jusqu'à minuit ou 1 heure, je sais plus, la bouteille de Ricard et compagnie. Ils avaient une station de lavage, ils m'ont lavé la voiture le soir. Mais Je sais pas ce qui s'est passé. incroyable! Si, si, voilà. J'ai les photos, les vidéos à l'appui, donc ouais, voilà. Oh, waouh, waouh. Ok, ah c'est incroyable. J'ai tellement cette vision, tu vois, genre pro justement, tu vois, entre deux businessmen en costume, tu vois, qui vont s'accorder sur un truc et
Et j'avoue que j'avais pas pensé à. Bon, après, Alors c'est après, tu cool, vois, je tu me suis quand diras, même on le dans un vendra secteur aussi, mais si. spécifique, hein. Le Oui, transporteur, c'est pas deux businessmen qui négocient ensemble, hein. Les transporteurs, si tu veux, c'est une population un peu à part quand même, hein, sans vouloir critiquer. C'est un secteur que j'apprécie énormément, mais tu as quand même des gens qui sont, pour certains, si tu veux, très terre à terre, quoi, hein. Donc, d'accord. Ok. d'où ce client-là, en l'occurrence, hein. Ok. Ah, c'est excellent. Et du coup, ok, donc ouais, ça, putain, c'est super marrant. Et du coup, qu'est-ce que ça te. Enfin, qu'est-ce que ça a forcément des répercussions sur ta vie, ça t'en parlait tout à l'heure avec ton électricien qui était venu chez toi, savoir négocier. Enfin, je sais pas, même tu vois, genre, ça, ça doit t'apporter quand même dans la vie de tous les jours, ça, ce côté Bien négociation. sûr. Est-ce que tu as un serial négociateur qui négocie tout, ou est-ce que je sais pas, tu te dis bon, allez, j'ai une éthique par exemple et je vais essayer de pas trop faire ça avec mes potes ou avec ma famille ou j'en sais rien, je sais pas comment est-ce que Alors ça, oui, tu. effectivement, si tu veux, enfin déjà, en principe, je fais pas vraiment de business avec la famille, Oui, mais oui. par contre, c'est vrai que oui, tu as raison, dans la vie de tous les jours, quand j'achète une voiture ou par exemple la première maison qu'on a achetée, enfin c'était, j'avais préparé ma négociation là avec ce fameux BATNA, hein, cette fiche que j'avais fait avec ma femme, tout était clair, etc. Et puis si tu veux, ça s'est passé vraiment comme une négo. J'avais dit voilà, qu'est-ce qu'on veut, notre priorité, nous c'est le prix. La maison, la localité, tu peux pas la changer, tu vas pas prendre un bulldozer et la bouger ailleurs. Donc tu achètes toute cette maison, mais c'est le prix. Donc si tu veux, on a fait effectivement descendre le prix jusqu'à sentir un petit peu leur fallback, tu vois. Tu sentais que là ils étaient à leur point de non-retour. Euh, j'ai utilisé effectivement le 50-50, ça c'est clair, le Ouais. compromis on l'a fait. Euh, une technique de manipulation, c'est vrai qu'on n'aura pas le temps d'en parler, mais j'ai étudié beaucoup la manipulation, et en fait la manipulation, tu utilises des réflexes en fait, que tu as, parce que ton cerveau est conditionné pour gagner du temps et pas être, je dirais, pollué par toutes les infos qu'on reçoit dans la vie de tous les jours. Et le but de la manipulation, c'est d'utiliser un petit peu les réflexes, si tu es quand même que tu les as connectés, et voilà, tu entends ça, tu réagis comme ça, en gros, hein. Je D'accord. fais Ouais. simple Ouais, ouais, je vois très l'explication de la bien. manipulation, ça ne marche pas à tous les coups non plus, c'est que des techniques qui te permettent peut-être d'aller un peu plus loin. Et là justement, bah, c'était la technique de la peur puis du relâchement. C'était effectivement d'expliquer à ces personnes que bah, votre maison, vous avez acheté une autre maison déjà, vous avez comment on appelle ça, un crédit relais, je crois, tu sais, quand tu fais un crédit entre deux maisons, enfin bref, donc en attente, où tu vas avoir des taux d'intérêt qui vont gonfler énormément. Enfin bref, tu as intérêt de vendre rapidement. D'accord. Ça, c'était la situation. Donc j'étais justement en train de leur dire, bah, écoutez, bon, aujourd'hui, je suis prêt à me décider. Aujourd'hui, votre situation, elle est que vous avez déjà acheté une maison. Votre situation, elle est que vous avez ce crédit relais. Votre situation est que si moi, aujourd'hui, on n'arrive pas à s'entendre, est-ce que vous allez avoir quelqu'un d'autre qui va acheter la maison? Ok. Moi, par contre, je vous propose un accord. Tu vois, tu joues sur la peur et le relâchement. Et la peur, le relâchement, c'est effectivement la solution que tu vas leur proposer. Donc, on a travaillé le prix dans ce sens. Après, travailler d'autres leviers. Il y avait un agent immobilier, les mecs, ils prennent je sais pas combien de pourcents pour juste faire une visite. J'ai dit, vous voulez effectivement que le deal se signe parce que vous allez recevoir votre commission, vous allez baisser vos honoraires. Donc, j'ai fait baisser les honoraires de l'agent immobilier durant la négociation. Ah la Et vache. également, Ok. à la fin, quand tu vois le prix s'est fini taqué, j'ai dit, bah écoutez, ok, je comprends que vous ne voulez pas baisser sur le prix, vous êtes arrivé à votre limite. Nous, par contre, on est obligé de faire un effort pour vous rejoindre, ce qui n'était pas vrai, on était déjà en dessous de ce qu'on voulait, mais ok, on est en train de faire un effort pour vous rejoindre. Donc, bah, vous voyez, par exemple, cette table sur laquelle on est en train de signer ce compromis de vente, Elle on est veut à la vous. garder. Et là, je dis à ma femme, vas-y, fais un tour de la maison des choses que tu veux garder. Ok. Ça, bref, la table d'extérieur, t'en avais quoi, pour 1000, 2000 euros peut-être, tu vois ce que je veux dire? Mais pour eux, ils changeaient de maison, donc ils voulaient les balancer quoi qu'il en soit. Donc c'est des points Incroyable. facilement négociables, tu vois? Incroyable. Mais alors, Et tu vois, ouais. typiquement, ça a influencé parce que très souvent, les gens, qu'est-ce qui va se passer? Ils voient l'agent, ils disent, ah ben faites une offre, tu le vois, Stéphane Pazza. Moi, j'ai dit non, non, on va pas faire comme ça parce que, un, l'agent immobilier, c'est un blaireau, c'est un naze. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous faites venir les propriétaires. Ouais. L'agent était là et moi, j'étais assis en face de tout le monde. Et j'ai dit, voilà, on va jouer carte sur table. Moi, je suis prêt à vous signer, mais à nos conditions. Et c'était clair, on a fait un petit small talk, la maison, comment allez-vous, hein. Et on a rentré sur la négo. La négo, c'était clair de dire, moi, si on s'accorde sur des conditions qu'on va trouver ensemble, on vous signe le compromis dès maintenant. Tu D'accord. vois? Ouais, Et d'accord. pas je donne à l'agent qui va appeler. Non, non. J'ai dit ça, vous oubliez, on passe en direct. Mais alors du coup, tu vois, moi ça soulève un truc chez moi en tout cas, et je pense que j'ai beaucoup d'amis, et comme tu le disais tout à l'heure avec le marketing et le fait que les gens aiment pas trop le conflit, c'est hyper intéressant parce que là du coup,
je sais pas si c'est un conflit, mais c'est quand même une zone de friction. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, enfin, je sais, moi, je le vois autour de mes amis, tu vois, on aime de moins en moins le conflit. Et après, il y a des fois, c'est important aussi de mettre les choses cartes sur table et de parler ouvertement de problèmes, etc. Mais de manière générale, nous, en tout cas, on n'est pas habitué du tout à gérer le conflit, tu vois. Et quand il y en a un, Oui. c'est un peu la panique, tu vois. On se dit, wow. Et du coup, moi, par exemple, tu vois, j'ai tendance à dire presque amen à tout, quoi, tu vois. Genre, on va me dire un truc, je vais dire oui, 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 d'accord, pas de souci, ouais, ouais. Et je suis prêt à. Tu vois, genre, on n'a pas envie de rentrer dans ce conflit. Et surtout, toi, là, en fait, quand tu m'en parles, là, c'est même pas genre dire non, c'est en plus essayer de gratter. Enfin, je sais pas si gratter c'est le bon terme, mais tu vas dire essayer de pousser un Il peu faut plus encore, continuer, quoi. en effet. Tu Ah, mais vois? de toute façon, une négociation, je suis d'accord avec toi, ça peut créer des tensions. Et puis, euh, tu vas avoir des refus, c'est comme ça que tu avances. Et puis, c'est durant cette phase de négo que tu vas bouger ton curseur en permanence, etc. Donc, oui, forcément, il faut reprendre des positions, dire oui, dire non. Enfin, voilà. Et c'est aussi pour ça, je crois que c'est toi qui m'en as parlé, où tu m'as dit des fois, cette peur de dire non, aussi, c'est Oui. aussi comme ça que des fois, tu as des gens qui vont te vendre du marketing pyramidal. Oui. Ah, ça, c'est l'horreur, ça. Bon, de Ben, toute façon, en réalité, il c'est fallait ça. que Moi, tu. j'en ai vu et c'est insupportable. Le mec qui est en Ouais. train de t'expliquer, et puis il y en a un en ce moment qui est un guignol qui est en train de faire le Oui, buzz oui, avec oui, son bah oui. truc. Je sais plus ce que c'est, mais Je crois que la enfin, la question, elle est vite question est vite répondue. répondue, mais c'est parfait. Alors moi, ce qui est énorme, c'est que tu peux faire avec sa plaque d'immatriculation, avec certains sites, pour regarder si ce sont des voitures louées ou autres. Donc voilà, donc déjà, gros guignol. Bref, Ok. ce qui est important, c'est effectivement de dire que ce marketing pyramidal, et ça marche très bien. J'ai assisté à des réunions de trucs de vente, machin et tout. Moi, ça m'a halluciné. Moi, j'y allais enfin, juste pour voir, quoi. J'ai démonté les gars, quoi. C'est hallucinant. Ouais. Et en fait, si tu veux, c'est vrai que le modologue est bien rodé. Je dois reconnaître que les arguments, bon, au bout d'un moment, ils sont quand même huilés. Les mecs, ils sont là, ils te les répètent. Alors, c'est à toutes les sauces. C'est les mecs qui en ce moment te vendent des crèmes amincissantes à $100 le truc, où tu te passes ça sur le ventre et tu deviens sportif de haut niveau, ou, Oui, enfin, c'est une ou connerie. des trucs, tu vas Oui. vendre des abonnements téléphoniques, mais ok, tu vas te faire des compléments de revenus, tu vas arrêter de travailler, tu as des souhaits d'indépendance. Ils ont tous ces clichés qui retournent en permanence. Oui. Et c'est vrai que voilà, il y a des gens, il y a deux leviers. C'est effectivement la peur de dire non. C'est vrai, on va pas rentrer en conflit, lui dire non, et puis en plus, il nous démontre. Donc c'est un raisonnement logique, tu vois, quand j'y reviens dans la négociation, le raisonnement logique, c'est très important. Et puis il y a l'appât du gain. Mine de rien, tu sais, c'est comme les casinos. Les casinos, ils ont toujours du monde. Alors qu'on peut t'expliquer scientifiquement et statistiquement que si tu joues à la roulette, par exemple, Oui, t'es tu perdant. as plus de chances de perdre que de gagner. Et pourtant, je te promets que tu vas dans un casino tous les soirs, et moi j'ai fait cette expérience, je me suis amusé à aller regarder dans les casinos comment les gens réagissaient, tu vois, comment ils se passent quand ils gagnent, quand ils perdent. Ouais, Ils sont addictés, quoi, ils sont dedans, quoi, et c'est l'appât du gain. c'est incroyable. C'est le. Ouais, ok. L'appât du gain prime sur le risque ou sur la rationalité, plutôt, la rationalité. Oui, et puis la peur de dire non aussi. Alors qu'à des moments, il faut aussi savoir, et c'est un petit peu, tu sais, quand tu as un mec, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est toujours un peu raisonner aussi dans. Là, j'étais côté acheteur, donc c'est pour moi mes pires clients, on va dire. Euh, c'est un peu le raisonnement par l'absurde. C'est comme quand tu as un mec qui t'appelle, moi je m'amuse à faire ça. Quand il m'appelle, oui bonjour, c'est Bouygues Télécom, je vous appelle pour vous vendre la nouvelle box, machin. Tu reçois ce genre d'appel toi aussi, tout Oui, le oui, monde les bien reçoit. sûr, tout le monde en reçoit, ouais. Ouais. Voilà, donc c'est Bouygues Télécom, c'est SFR, c'est machin ou autre. La vente, comme je t'ai dit, c'est tu réussis ton contact. Bon, là, ils ne le réussissent pas forcément sur le téléphone. Deux, tu dois comprendre le besoin, tu dois convaincre et tu dois concrétiser. Pas Si tu as facile ça au un des téléphone. éléments qui capote, tu ne peux pas vendre. Typiquement, tu peux faire le meilleur. Tu as quelqu'un qui rentre dans un magasin. Tu vas voir comment je gère le gars au téléphone. Ouais. Le mec, il est là, euh, il est en train de lui parler de machin. T'as une voiture, par exemple. Tu peux lui vendre tout ce que tu veux, etc. Ah, moi, j'ai pas le permis, je vais pas acheter une voiture. Ouais. Bon, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ou, ah Oui. oui, non, mais enfin, je vous arrête de suite, c'est pas moi qui ai le porte-monnaie, c'est madame. Tu vois, ce genre Donc de choses. en fait, tu Et en t'enlèves la fait, responsabilité en fait. Tu dis que c'est pas, je suis pas le il faut lui faire bon. capoter il faut lui faire capoter je dirais, sa démarche et je dirais sa qualification. C'est-à-dire typiquement, quand moi le mec m'appelle pour me dire voilà monsieur, nous avons une nouvelle fibre, machin, ben, ok. Je fais ok. Avec Ils vont te installé. dire chez quel opérateur êtes-vous monsieur? Alors moi j'ai un argument infaillible. Alors parce que tu peux dire oui mais j'ai pas internet, ouais mais ça marche pas. Ils vont te dire il te le faut, machin. Je dis ben écoutez, moi j'ai internet payé par ma société. Donc moi j'ai une fibre chez moi à domicile qui me coûte zéro. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer de mieux? Ouais, ouais, d'accord. Et Excellent. là, tu as un gros blanc.
Ouais, Parce que c'est pas du tout dans les scripts, ça, tu ouais, vois, ouais. Et ils qui sont sont pas censés prêts, ouais. suivre. Alors, monsieur, je peux vous proposer la fibre avec 12 euros. Ouais, oui, bah oui, non, Écoutez, non, je mais... paye zéro. Donc, moi, Oui, je veux bien oui, ouais. passer chez vous, mais qu'est-ce que vous m'offrez en échange? Je veux une tablette gratuite ou un truc. Et là, c'est fini. Voilà. Ah, ils disent non et oui, oui, bah, ça Eh capote, ben, quoi. ils vont pas non plus te donner gratuitement et te payer, tu vois ce que je veux dire? C'est excellent. Encore une fois, on revient à better no deal than a bad deal, hein. Mais Donc, pour eux c'est aussi, ça marrant parce s'applique. que, enfin, enfin, tu vois, on parle du marketing pyramidal, tu vois, mais je suis déjà allé une fois chez Herbalife, donc Ah bah oui, bah typiquement. c'est classique, quoi, tu vois, mais qui te vendent une poudre pour le smoothie, pour la Ouais. récupération sportive, etc. Et moi, je connaissais pas du tout ni le produit, ni le concept de marketing pyramidal. Et donc, Mhm. j'y suis allé en totale innocence parce que je cherchais vraiment à me faire de l'argent, quoi, j'en avais besoin à ce moment-là. Et c'est vrai que, bah voilà, t'arrives et ils te disent, ouais, viens, tu vas voir, c'est génial, il y a un meet-up, etc. Donc, t'avais un webinaire, tu vois, où t'avais un mec qui prêchait la bonne parole, en fait, à tout le monde, en fait. Donc, on était une dizaine, en fait. Et tout le monde buvait les paroles. Et en fait, c'est fou parce que, genre, je sentais qu'il y avait quelque chose qui calait pas, tu vois, ça sonnait faux ou je sais pas, tu vois. Et je me suis dit, bon, bah, c'est cool, à la fin de la réunion, tout le monde va dire, bon, bah, c'est un peu chelou cette histoire, tu vois. Et en fait, non, c'est incroyable parce que tout le monde était là, genre, oh là là, mais c'est génial ce qu'il a dit, c'est trop bien, le produit est incroyable, ça va Mhm. changer ma vie, etc. Ils étaient tous convaincus, en fait, du truc. Alors, je sais pas si c'est un espèce de biais, tu vois, où tu veux être en accord avec toi-même en te disant, Alors, essaie de te convaincre d'avoir pris la bonne décision, même si tu sais au fond que c'est de la merde. Je sais pas comment ça se passe, en fait, si tu veux, mais il y a une chose qui est très importante, c'est que déjà, euh, alors je ne vais pas critiquer, peut-être que ça fonctionne, je ne vais pas critiquer les produits, oui, je ne les peut-être, connais pas, peut-être, c'est et vrai. la vente en apporteur d'affaires existe depuis bien des lustres, sans parler de marketing pyramidal. Moi, typiquement, si tu veux, je peux avoir je sais pas, des mecs qui vendent des solutions alternatives, genre des mecs qui vont vendre des solutions de jet ou quoi que ce soit, qui pourraient, si tu veux, me mettre en relation. Des fois, ils se rendent compte, putain, je connais ce transporteur-là, il a besoin de tes solutions, Boris. Et parce qu'il m'a amené le lead, si tu veux, je le rémunère sous forme d'apporteur d'affaires. Il n'a pas fait la vente, il a été apporteur Ouais, d'affaires. ok. D'accord? Donc, les mecs pourraient très bien se contenter de faire de l'apporteur d'affaires. Ce qui est différent dans la conception du marketing pyramidal, et c'est là où les gars s'enrichissent quand même, c'est de dire, très souvent, pour que tu puisses rentrer revendeur ou quoi que ce soit, tu as besoin, si tu veux, de payer, quoi. Et ça, c'est un concept, si tu veux, qui est hallucinant. C'est, alors oui, tu vas me dire, dans les franchises, ça marche un peu comme ça, mais c'est encore autre chose, on est sur des valeurs sûres. Alors que moi, un mec qui aujourd'hui me dit, moi gars, je travaille gratuitement pour te vendre tes logiciels et je prends qu'un pourcentage de commission, ça s'appelle un agent commercial, il n'y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? Il Oui, peut venir bosser. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, Alors que là, si on te demande d'abord tu payes, et puis ensuite tu recevras un petit peu, et puis aussi surtout trouve d'autres gens oui. qui vont eux aussi payer leur pack de Ouais, c'est. souscription ou Fais-toi enfler une enregistrement, première enfin, ce fois que pour tu avoir veux. le droit d'enfler les autres après, quoi, en fait. Voilà. Après, ça peut Oui, fonctionner, ça et peut peut-être qu'il y a fonctionner, des ouais. gens, surtout au début, si tu veux, qui ont quand même fait de l'argent avec, etc. Je suis pas en train de dire que c'est des sectes ou quoi que ce soit, mais il y a un moment où, voilà, typiquement, ton truc, la Herbalife ou quoi que ce soit, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, peut-être que ça a des super valeurs, Ouais, mais la différence, c'est combien de clients tu vas trouver, quoi. Entraîne-toi à aller faire du porte-à-porte avant de faire ça, et va voir des gens et va leur proposer, va déjà cerner un petit peu ton marché avant de payer, je sais pas, les 500 euros ou je sais pas combien il faut que tu payes avant de commencer, ouais, tu ouais, vois. d'accord. Et c'est pour ça que dans ce genre de réunion, le conseil, parce que peut-être qu'il y a des bonnes choses aussi à faire, hein, je ne dis pas, Hmm. c'est de se laisser le temps de la réflexion, qui va déjà poser problème à la personne. Parce que les gens vont te dire, alors maintenant il faut que vous décidiez, est-ce que vous voulez travailler avec nous ou pas? Est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Est-ce que vous voulez être Ouais, indépendant? ouais, ouais. C'est-à-dire, ils te poussent à décider rapidement pour Ouais, pas avoir on te met la un petit peu ce pression recul que tu vas avoir, et hein. te dire C'est aussi de la finalement. Ouais. manipulation, ça. Et alors, du coup, comment tu ferais, toi, pour. Si tu vois, si t'étais à ma place, par exemple, tu vois, comment tu ferais pour t'entraîner, pour améliorer tes capacités de négociation? Est-ce qu'il y a un truc qu'on peut faire au quotidien? Genre, est-ce que ça veut dire remettre tout en question? Genre, je sais pas, la boulangère, elle me vend le pain à Non. 2 euros. Est-ce que je remets Non, et tout de puis là, suite il y a en des choses qui ne question? sont pas négociables, hein, Oui, bien clairement, donc sûr. faut Ouais, arrêter, et ouais. puis il faut pas négocier sa baguette, c'est pas le but. Non, mais en gros, le maître mot, et c'est sur ça, je pense qu'on peut terminer, c'est la préparation. Aujourd'hui, on ne naît pas vendeur, on ne naît pas négociateur. Il y a des gens qui seront peut-être plus ou moins bons parce qu'ils ont plus d'expérience, plus de pratique, plus de petites techniques. Même la manipulation, pour faire quand même simple, ce n'est pas là pour gagner à 100%, c'est encore une fois inexact, ça ne marche pas à chaque fois. C'est des petites techniques qui te permettent d'avoir plus de probabilité de réussite ou d'avoir quelque chose. C'est comme moi j'ai fait le test, hein, ça venait d'un livre et j'ai dit je vais quand même le tester, je me suis mis sur le vieux port de La Rochelle et je demandais 1 euro aux gens.
Tu vas dans la rue, tu te dis bonjour, est-ce que vous auriez 1 euro? Tu l'as fait Ensuite, ça? deuxième tentative, bonjour, ouais, je l'ai fait. Bonjour, est-ce que vous auriez 1 euro? Parce qu'il me manque 1 euro pour prendre le bus. Troisième possibilité, hein, et tu regardes et après je te donnerai les résultats. Bonjour, est-ce que vous auriez 1 euro s'il vous plaît parce que je dois prendre le bus et que je suis en retard, mais par contre je ne veux pas vous forcer, vous avez le droit de refuser. La dernière possibilité, le fait de donner une raison, le parce que, et de venir dire que vous avez le droit de refuser, rajouter énormément de probabilité si tu veux à ce que la personne dise oui. Le Mais parce que, non. ça a été même prouvé, il y a des sociologues qui ont fait des tests où les gens, devant une queue, demandaient à passer devant les autres, et derrière le parce que, la raison était complètement bidon. Mais les gens s'en foutent. Le Attends, cerveau, il est conditionné. On m'a demandé, il y a eu what? parce qu'il y a une raison, je laisse passer. Tu vois, c'est typiquement ça. Et vous avez le droit de refuser, bah, t'as pas l'impression que t'es manipulé. C'est moi qui ai fait la décision de lui donner les 1 euro. C'est pas lui qui m'a demandé 1 euro et je dois le Ah, c'est faire. Je ne me sens pas incroyable. forcé. Ah, c'est incroyable. Ok. Et ça, tu l'as vérifié que, enfin, Oui, tu. ça fonctionne. Et Mais pour non. rapprocher encore avec la quatrième option, mais qui marche pas dans toutes les cultures, tu pourrais pas faire ça par exemple dans les pays arabes ou quoi que ce soit. Ok. Enfin, arabe, je veux dire vraiment Arabie Saoudite ou autre, hein, pas Maroc du Nord. Ouais, ouais. C'est de dire bonjour, est-ce que vous auriez 1 euro s'il vous plaît parce que je dois prendre le bus et que je suis en retard pour voir, j'en sais rien, ma soeur, ma femme, quoi que ce soit, mais vous avez le droit de refuser, hein, je ne veux pas vous forcer, et en même temps de toucher si tu veux légèrement la personne, alors en ce moment c'est peut-être pas trop le Oui. contexte ou autre, mais de toucher légèrement l'avant-bras, c'est une technique aussi malheureusement qui est utilisée en séduction par les pick-up artistes, hein, qui ont pour moi pas tout de juste dans l'approche, mais enfin, qui permet effectivement de rajouter un petit peu plus encore en pourcentage. Ouais. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Ok. Et Ok. ça, Ok. donc c'est pour ça que je dis toutes ces techniques, ça ne te permet que d'avoir plus de probabilité si tu vas réussir. Ouais. Quand je reviens pour synthétiser un peu cet échange, la vente, quand je dis que c'est une démonstration, tu as par exemple 1000 prospects, tu vas en rencontrer 100, tu vas en rencontrer une deuxième fois 10, et tu sais que tu en as 2 qui vont signer, Ouais. ce sont des probabilités. Tu sais que tu as ces ratios-là. D'être un bon négociateur, d'être un bon manipulateur, entre guillemets, au bon sens du terme, te permettra d'avoir des meilleurs ratios, Ouais. mais de ne pas faire du jackpot à 100%. Et Tu... pour une négociation, le conseil qu'il y a, c'est de préparer ce BATNA, d'être vraiment préparé. Vraiment, même moi qui suis peut-être bon négociateur, enfin, je l'espère, si je ne suis pas préparé, je vais droit dans le mur. Ah ouais, Clairement. c'est vrai. Donc, Ouais, vraiment. d'accord. Ah, mais Ok. oui, mais c'est sûr, une négociation, ça se prépare. Et puis même les techniques, comment tu vas le faire, etc. Moi, je faisais un truc à une époque, quand dans la première société où j'étais donc directeur, mais si tu veux, il y avait encore un PDG d'un groupe au-dessus, D'accord. où je disais à un moment, quand les gens me demandaient une remise, je savais qu'elle allait être acceptée sans aucun problème. D'accord? Ouais. Mais je leur disais, c'est énorme, vous me demandez. Je ne peux pas le faire. Par contre, je vous aime bien. Ce que Ah, je vais d'accord. faire, Ok. moi, je vais appeler mon PDG. Ou je sais pas. Et là, je sortais, mais en fait, j'appelais personne. C'est bidon. Je restais longtemps dehors, je parlais tout seul. Voilà. Je revenais, je desserrais ma cravate une première fois. Ouais. Très souvent, il l'a refusé, c'est la première fois. Je revenais, là, j'enlevais quasiment ma cravate. J'avais été combien de sèche? Là, c'est ma dernière proposition. C'est ça ou rien. Et là, je les regarde dans les yeux. Ouais. Vous Et ferme. signez, le stylo est également à vous. Et là, tu vois, tu avais une plus grande procédure. Voilà. Hein, pour faire la synthèse de tout ça, c'est. Voilà. Ok. Ah, c'est génial, c'est génial. En vrai, franchement, là, moi, quand j'écoute ça, je suis comme un gamin, en fait, ça me fascine, en fait, de voir que, je sais pas, tu vois, il y a des biais qui sont ancrés dans le cerveau et C'est ça. qu'on se fait, enfin, on peut jouer avec ça, quoi. C'est pas non plus, le but, c'est pas non plus d'être l'enfoiré, etc. Mais je trouve ça Non, drôle absolument pas. de pouvoir jouer avec ça, en fait. Enfin, moi, je le prends comme un jeu. Je le prends comme un jeu et je trouve que c'est très marrant comme, enfin, comme vision des choses, quoi. Et t'as pas peur de. C'est pas- ça me vient à l'esprit comme ça, là. Avec toute cette nouvelle technologie, etc., t'as pas peur, toi, d'être poussé dans tes retranchements un peu? C'est-à-dire que les nouvelles technologies, ben, en gros, là, on favorise de plus en plus le digital, tu vois, la communication par mail, etc. Alors que toi, t'es quand même, bah, je vais pas dire à la bonne vieille école, mais tu vois, tu vas quand même te déplacer physiquement vers la personne et créer le contact. T'as pas peur d'être, je sais pas, te sentir en danger ou en concurrence par rapport à ça ou dans tes retranchements, ou tu t'en fiches? Non, en fait, enfin, un point qui est quand même vrai, c'est l'histoire du digital. T'as quand même raison. Et puis on a pu enfin, avoir un petit peu cette expérience, notamment pendant le confinement. Euh, si je te présente le logiciel, par exemple mon logiciel à distance, Ouais, TeamViewer, peu importe, ou
sur site, effectivement, je vais chez toi, on perd quelque chose. C'est vraiment le côté relationnel et comme quoi ça y joue pour beaucoup parce que tu perds la communication non verbale de la personne, Bien tu ne sûr. vois pas comment son corps est en train de communiquer, Oui. elle ne voit pas non plus ton corps à toi, donc il n'y a pas ta communication. Et surtout, quand je disais principe de vente, un, c'est effectivement réussir ton contact, deux, effectivement, c'est de comprendre le besoin, de convaincre, troisième point, et quatrième point, de concrétiser ta vente, ce que très peu de gens savent faire. C'est un peu tabou. Il faut dire au bout d'un moment, on y va ou on n'y va pas. Et effectivement, cette partie réussir le contact, quand tu es complètement à distance, il y a une règle en vente qu'on appelle la règle des 4-20, si tu veux, c'est les 4 fois 20, puisque c'est tes 20 premières secondes, tes 20 premiers gestes, tes 20 centimètres du visage et tes 20 premiers mots. Alors, les premiers mots, tu vas les avoir, mais les gestes, le visage, tu vois. Donc il y a ce petit côté que tu perds quand même. Et De la première c'est impression. compliqué. De la première impression, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est important, ça, la première impression. C'est un truc qui te reste, chez la personne? Ah oui, Ouais. complètement. Ouais, d'accord. Ok. Ah, c'est marrant ça. J'avais déjà entendu parler que c'était important de faire que la première impression était hyper importante, quoi. Et je me rendais pas compte à quel point c'était. Enfin, ça restait dans le crâne des gens, quoi. Ok. Bah écoute, c'était super intéressant. Là, ça fait un bon moment qu'on enregistre. Merci beaucoup pour cette interview, Boris. Eh bien, écoute, avec plaisir. J'ai pris mon pied de ouf. C'était trop bien. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Le Grand Bain pour pour de nouveaux podcasts. Et encore merci, Boris. Eh bien, écoute, avec plaisir et puis à une prochaine. Allez, salut Pierre. Salut. J'espère vraiment que ce podcast t'a plu et que t'as pu trouver des petites inspirations, des petits indices sur ta personnalité, sur ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. N'hésite pas à t'abonner, à partager ce podcast et surtout me laisser des commentaires car ils me donnent des feedbacks et me permettent d'améliorer mon podcast en continu. À bientôt sur Le Grand Bain.